La Nouvelle-Zélande ne devait être qu'une escale sur un voyage qui me menait en Polynésie. La perspective d'un si long voyage m'incita à faire une halte sur le trajet. Je choisis donc la Nouvelle-Zélande dont j'ignorais tout. En me documentant un peu, j'ai découvert que les traditions de la population autochtone, les Maoris, étaient en pleine résurgence. Disposant de quelques jours devant moi, pourquoi ne pas en profiter pour essayer de partir à leur rencontre? Et me voici à Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande. Mon ignorance concernant les Maoris, et globalement sur l'histoire de la Nouvelle-Zélande, me pousse à visiter musées et bibliothèques afin de me documenter. L'histoire de la colonisation britannique y est omniprésente. Une histoire dont le point d'orgue fut la signature d'un traité entre les Maoris et les Britanniques, le traité de Waitangi, qui date de 1840. Ce dernier est bref, il n'est composé que de 3 articles, mais il est essentiel pour se rendre compte du choc de civilisation qui se joua à ce moment précis. En voici un résumé. Le premier article fait reconnaître la souveraineté de la couronne britannique sur la Nouvelle-Zélande. Le second article garantit aux chefs et tribus maoris le droit de conserver la propriété de leurs terres et de leurs possessions, avec un droit de préemption en faveur de la couronne s'ils désirent vendre. Le troisième article garantit l'égalité des droits entre Maoris et sujets britanniques. Ce résumé est sans doute imparfait, et sa traduction imprécise. Mais la traduction en tereo, la langue maori, a été bien plus problématique, car les mots souveraineté et propriété n'y existent tout simplement pas. Ces problèmes de traduction vont générer bien des conflits. I trust that I have made it plain that the government of Her Majesty the Queen shall alone have the right and the power to buy land from Maori owners. Furthermore, this treaty shall in no way Après la signature du restrict traité, religious liberty. les colons affluent. De nombreuses transactions de vente de terres sont alors enregistrées. Mais les Maoris ne voient pas en ces ventes une perte du droit d'utiliser leurs terres. Ils considèrent que la terre ne peut appartenir à personne, et que la somme d'argent qu'ils reçoivent lorsque les colons s'installent n'est que le départ d'une relation de présent mutuel comme le veut leur coutume. Ils acceptent que les Britanniques viennent grossir leur rang et faire partie de leur communauté, mais ils ne s'imaginent pas qu'ils viennent de perdre tout contrôle sur leurs terres. Quand ils réaliseront ce qui se joue vraiment, des guerres éclateront. Alors que je regarde ces images des années 40, reconstituant ces événements à la façon d'une propagande, je m'interroge sur la notion de propriété des terres, qui est le point central de cette colonisation, mais également celui de notre économie occidentale. Chez les Maoris, les terres étaient gérées en commun, selon un principe de droit d'usage, au niveau de la tribu, pas de propriété et encore moins de propriété individuelle. Quelle vision du monde les Maoris peuvent-ils avoir pour ne pas avoir de notion de propriété individuelle? Mais alors que je suis plongé dans ces réflexions, c'est dans les actualités récentes qu'un sujet va attirer mon attention. Il vient d'être donné au fleuve Wanganui une personnalité juridique au regard de la loi néo-zélandaise, au terme de longues négociations avec les Maoris. Il dispose alors des mêmes droits qu'un être humain. Speaker, today is a very historic day for Wanganui iwi, for all iwi who look to the river, for the people and the communities of the great region of Wanganui, and indeed for our country. And it's appropriate I start off by welcoming the people of Wanganui who are here to mark the passage of this significant piece of legislation. De multiples questions se posent à moi. Un fleuve peut-il avoir les mêmes droits qu'une personne?
Quel rôle les Maoris ont-ils eu dans cette surprenante décision de justice? Je télécharge l'article de loi. Il est long de 89 pages. Cela paraît complexe. Le fleuve prend le nom légal de Te Awa Tupua, le nom maori du fleuve. Pourquoi ne pas avoir gardé le nom de Wanganui? Une association nommée Tepu Tupua est créée dans le but d'être, je cite, « la face humaine de Te Awa Tupua, le fleuve donc, et d'agir en son nom ». Sa principale fonction est de parler pour et en faveur du fleuve, de promouvoir et de protéger la santé et le bien-être du fleuve. Qu'est-ce que le bien-être d'un fleuve? Cette association est composée de 2 personnes, les gardiens du fleuve, nommés l'une par la tribu qui vit sur ses berges, l'autre par la couronne britannique, c'est-à-dire par le gouvernement. Cela mérite quelques éclaircissements. Heureusement, l'ancien ministre en charge des affaires maoris, Chris Finlayson, accepte de me recevoir au Parlement pour me faire la genèse de cette décision. Un des aspects les plus intéressants de la négociation est venu de la vision du monde des Maoris vivant le long du fleuve. Leur vision est la suivante. Je suis le fleuve et le fleuve est moi. Pour un juriste anglo-saxon tel que moi, la première fois que j'ai entendu cela, je me suis dit, c'est plutôt étrange. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Le rôle des négociateurs et mon rôle en tant que ministre était d'essayer d'aller au-delà de nos préconceptions et de penser le problème, ou plutôt de voir le problème du point de vue des Maoris. Au fond, ce qu'ils disent est « Je suis lié à ce fleuve de façon inextricable. Ce fleuve est autant une partie de moi que je suis une partie du fleuve. Car le fleuve me fournit ma nourriture, mes loisirs, ma subsistance et beaucoup d'autres sortes de choses. Il est donc impossible pour moi en tant que Maori de parler de moi en tant qu'individu et du fleuve en tant qu'autre chose. C'est ce sur quoi nous devions travailler, en dehors de toute idée de propriété des berges du fleuve par la couronne britannique. Donc ça nous a demandé de réfléchir à de nouveaux modèles, de nouvelles façons de penser et de concevoir un accord autour de ces nouveaux modèles. L'une des sources d'inspiration dans ce domaine de pensée a été le travail réalisé aux États-Unis par un professeur émérite de l'Université de Californie. L'auteur dont parle ici M. Finlayson est Christopher Stone. Publié en 1972, Les arbres doivent-ils pouvoir plaider était un texte visionnaire et parlait déjà de donner des droits aux non-humains. En finir avec l'idée selon laquelle la nature ne serait qu'un ensemble d'objets inertes utiles. Pour ce faire, il nous faut abandonner une part de notre attachement psychologique envers l'idée que nous serions des êtres spéciaux et à part dans l'univers. Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, il est par trop naïf de tenir la représentation occidentale de l'environnement pour seule ou même pour principale responsable de notre crise écologique. Par contre, on peut certes affirmer sans extravagance que celle-ci a émoussé notre indignation et notre détermination à réagir. Notre capacité à introduire les réformes institutionnelles nécessaires et à freiner la croissance de la population dépendra donc en partie de ce que nous aurons su transformer radicalement la manière dont nous percevons notre place dans le reste de la nature. Il s'est penché sur le problème de savoir si des ressources naturelles pouvaient avoir une personnalité juridique. Et cela nous a aidés à aller de l'avant, parce que dans la loi anglo-américano-néo-zélandaise, le concept de personnalité juridique est très utile.
Par exemple, vous pouvez avoir une société ou une association caritative. Il est possible d'avoir une entité séparée d'une personne. Et c'est ce type d'idée que nous avons développé, l'idée d'une personnalité juridique attribuée à une ressource naturelle. À la fin de notre entretien, il me laisse un rapport de plus de 400 pages en anglais, réalisé par le tribunal de Waitangi, datant de 1999. Il a fallu près de 20 ans pour aboutir à la loi promulguée. Ce rapport passionnant me tiendra compagnie tout au long de la suite de mon voyage et m'éclairera sur bien des points. La ville de Wanganui est située à 3 heures de Wellington. Je m'y rends. Une petite ville typique de la Nouvelle-Zélande. Lorsque j'arrive en ville, le fleuve est en crue. Comment interpréter ce phénomène du point de vue des Maoris? Si le fleuve est une personne, est-il en colère? Souffrant? À son estuaire, un véritable spectacle m'attend. Le fleuve et la mer semblent s'affronter, chacun voulant déverser ses eaux dans l'autre. Parmi ces flux opposés, des troncs d'arbres morts sont les victimes impuissantes de ce combat homérique. Ils finissent par aller rejoindre leurs congénères sur la plage. Il est temps pour moi de partir à la rencontre du fleuve Wanganui. Je remonte les 236 km qui me séparent de sa source. Je découvre la région, me familiarise avec les noms des villes. Ranana, Pipiriki, Tamaranui. Arrivé à Pipiriki, la route qui longe la rivière prend fin. Je reprends la nationale pour arriver au mont Tongariro. Un volcan actif à la forme complexe, car il est composé de plusieurs cratères et d'une douzaine de cônes. Il est de plus difficile à observer car il est le plus souvent recouvert par les nuages. Mais ce manque de visibilité lui confère un atout. Des tonnes d'eau s'y déversent quotidiennement et forment un torrent qui dévale la montagne. Lorsque le relief s'aplatit, le torrent grossit et devient rivière. Sa course s'achève dans la ville de Wanganui, où elle finit par rejoindre la mer et devient donc fleuve. Je finis par redescendre le long du fleuve Wanganui, avec comme objectif de recueillir quelques témoignages sur son nouveau statut. Je m'approche de quelques marailles, sans toutefois les filmer, car ce sont des lieux sacrés pour les Maoris et j'ai besoin d'autorisation pour le faire. Je cherche à interviewer les Atiuni. C'est le nom de la tribu vivant sur les berges, mais personne ne veut s'exprimer au nom de la communauté Maori. Alors que je commence à douter de pouvoir obtenir l'opinion des Maoris sur le nouveau statut, quelques personnes, toutefois, acceptent de me parler, mais uniquement de leur lien personnel au fleuve. We regard the river like it is our blood. It is in our blood. It flows through us. It flows around us. It flows from the mountain to the sea like the blood in your body flows. And as long as there is a mountain there, our river will always be there, flowing. Constant beating of the heart, just like we have our blood flowing through our bodies. As long as our heart is beating, our blood will flow. And we believe this about our river. As long as our mountain is there, our river will always be there, flowing, a life force, like our blood. It is in our blood. It is in our culture.
And that's why we respect it so much and we love it. And all my tribe loves it. We are the real guardians. Le rapport du tribunal va me fournir plus d'informations. La gestion du fleuve par les Anglais a causé de nombreux problèmes. Les règles de navigation ont tout d'abord obligé les Maoris à retirer leur traditionnelle nasse à anguilles, base de leur alimentation. Puis des cailloux furent extraits par tonnes du fleuve pour les besoins de construction. Une déviation a également été créée dans le haut du fleuve pour maîtriser son débit, et cette baisse du débit a généré une baisse du nombre de poissons. De nouvelles espèces furent alors introduites qui chassèrent les espèces originelles. La pollution vint, produite par l'ensemble des activités humaines autour du fleuve. La touche finale étant la création d'un barrage hydraulique en 1962 pour alimenter une centrale électrique. Un projet gigantesque pour l'époque et qui mettra plus de 10 ans pour entrer en fonction. Cette centrale existe toujours, la Tongariro Power Scheme. Je cherche ces différents points d'alimentation. Il me faut quelques heures pour les repérer. Je trouve cette nouvelle déviation du fleuve Wanganui, c'est-à-dire l'endroit où l'eau est capturée, ainsi que toutes les espèces qui y vivent. De mémoire de ceux qui ont assisté à l'ouverture de cette déviation, l'eau était rouge, de la couleur du sang des poissons. Cette déviation rejoint d'autres, venant d'autres rivières avoisinantes. Pour finalement aboutir à la centrale que voici, le cœur de la contestation maori de la gestion du fleuve par les Britanniques. Deux fois par jour, le barrage rejette ses eaux dans la vallée. J'attends l'heure du déversement comme on attend l'heure de sa pièce de théâtre. En lieu et place des 3 coups, c'est une sirène stridente qui annonce le début de la représentation. Un véritable spectacle d'eau commence alors. Du lâcher du barrage à l'inondation de la vallée. Comment ne pas apprécier la beauté de cette scène? Cependant, dans les coulisses, ce sont bien des espèces entières qui sont détruites au nom de nos besoins toujours grandissants en énergie. Une biodiversité qui s'érode jour après jour. Un écocide dont le clou du spectacle, si l'on se contente de le regarder, sera une extinction de masse, qui, hélas, a déjà commencé. De retour dans la ville de Wanganui, je décide de visiter le musée local. À ma grande surprise, il n'y a que peu d'informations sur l'histoire du fleuve et des Ationi. Mais j'ai avec moi mon compagnon de voyage, le rapport du tribunal de Waitangi. Et c'est dans ces pages que je trouverai les informations historiques que je cherche. Les Maoris ne sont pas restés bras croisés devant l'apparition de ces nombreux problèmes. Ils ont multiplié les procès, au total plus de 100 ans de lutte. Les décisions des tribunaux sont toutes en défaveur des Ationi. Cela ne les arrête pas pour autant. Les pétitions, les actes de résistance pacifique se multiplient. Il faut attendre les années 70 pour que leur voix soit entendue.
Les protestations sur la confiscation de leurs terres se font de plus en plus audibles par l'ensemble de la population. Des Maoris arrivent au gouvernement et en 1975 est créé le tribunal de Waitangi pour vérifier le respect du traité de Waitangi. Tous les aspects sont dans ce rapport, non seulement les faits, mais aussi la position des Maoris, leur cosmologie, leur vision du monde. Je dévore les pages qui y sont consacrées. C'est la clé qui me manquait pour entrer dans la culture maori. Des principes essentiels, totalement étrangers à la culture occidentale, sont ici détaillés. Le premier d'entre eux est le mori. Toute chose possède un mori, une force de vie et une personnalité qui lui est propre. Et une rivière en est donc dotée. Et cette force vitale que nous partageons avec les animaux, les végétaux et les minéraux font de nous tous les membres de la même famille, la famille du vivant. De plus, si par exemple un arbre possède un mori, la forêt qui englobe cet arbre en possède un également. Chaque élément de la forêt possède un mori individuel, et la forêt dans son ensemble a un mori, sa propre force de vie. Il en va de même avec le fleuve Wanganui. L'eau du fleuve a un mori, mais aussi la montagne d'où il provient, les forêts qui le bordent, ainsi que les humains qui vivent sur ses berges. Et l'ensemble de cet écosystème a un mori, une force de vie où chacun des éléments qui le composent influe sur les autres. Le fleuve ne se résume donc pas au cours d'eau. Voilà pourquoi c'est le nom maori du fleuve qui a été retenu pour l'article de loi. Te Awa Tupua. Il est un tout, et l'impact du changement d'une partie de ce tout provoque des réactions en chaîne. Chaque force de vie, en tant qu'entité vivante, mérite le respect. Et si elle n'est pas respectée, elle perd de sa vitalité, de sa force. Donc tout changement ou altération faite à une autre force de vie doit faire l'objet de rituels, de demandes de permission auprès des dieux ou des ancêtres, en attestant la nécessité. Le fleuve Wanganui est sacré, tabou pour les Maoris. Il est une entité vivante. Il est considéré comme un parent, un ancêtre bienveillant à qui il faut plaire. Ces notions maoris sur le monde me semblent plus claires, même si la traduction du maori vers l'anglais, elle aussi, doit être imparfaite. Notre vision occidentale, beaucoup plus matérialiste, considère la nature comme une ressource inépuisable, sûrement pas comme un parent. Notre recherche permanente d'améliorer notre sécurité et notre confort nous mène désormais à notre perte. Mais maintenant que nous vivons dans des villes où la nature n'est plus que décorative, comment changer notre vision du monde? Comment se reconnecter à la nature? Plongé dans ces réflexions, je passe du temps à Wanganui. Je sympathise avec des locaux qui me font visiter la ville. Je me promène avec eux sur les bords de la mer de Tasman, et ce sont ces nouveaux amis qui vont m'apporter les contacts que je désirais tant. Je suis invité à participer à un voyage de 4 jours en canoë sur le fleuve avec des Maoris. Une occasion inespérée. Ils consentent également à être interviewés. J'accepte sans comprendre tout de suite de quoi ils retournent. On me parle de rejoindre un groupe d'adolescents australiens. Le côté touristique de la chose me perturbe un peu, mais mes doutes s'avèrent infondés. Les Australiens en question sont des étudiants d'une université spécialisée dans les cultures tribales, destinée à former des jeunes à des métiers environnementaux ou humanitaires.
Ce trajet est géré par Ash, un jeune homme sur qui les espoirs de sa communauté résident. C'est lui qui m'a permis de participer à ce voyage en me laissant exprimer ma quête au leader de sa tribu. Nous avons créé une entité qui s'appelle Kitai. Et Kitai travaille dans l'éducation en proposant ce que nous espérons être des expériences qui vont transformer les personnes que nous rencontrons, ceux avec qui nous nous engageons de manière vraie et sincère. Donc nous ne proposons pas une expérience pour les touristes, mais plutôt une expérience qui connecte les gens entre eux et les gens au lieu. Et c'est, je pense, ce qu'il manque un peu dans le monde. Kitai existe parce que nous croyons que nous pouvons jouer un rôle essentiel pour faire comprendre aux gens ce que signifie, primo, pour un humain d'être considéré comme un fleuve et pour un fleuve d'être considéré comme un humain, et deuxio, comment insuffler de façon durable ce sens d'une connexion allant de l'homme à l'environnement et de l'environnement à l'homme. D'un point de vue global, l'homme sans l'environnement ne pourrait pas survivre. Mais l'environnement sans les hommes survivrait sans problème. Donc il est temps que nous jouions notre rôle dans l'univers de manière proactive, que nous jouions notre rôle dans l'environnement. Et au lieu d'essayer d'être supérieur et plus fort que l'environnement, reconnaître que je suis l'environnement et l'environnement est moi. Le reste de l'équipe de Kitai est formé par les proches de Ash, les proches du fleuve. La sécurité du trajet est assurée par Oncle George, un personnage inoubliable qui, en plus d'assurer sa mission, va s'occuper de moi pendant ces 4 jours. Pourquoi est-ce que je continue à revenir ici depuis tant d'années? Beaucoup de gens me posent la question. Quand vous apprenez à reconnaître les humeurs de l'eau, son mouvement, qu'il soit rapide ou plus lent, que l'eau soit un peu plus haute ou quand elle descend, quand elle descend, un nouvel élément apparaît, alors qu'il était immergé juste 1 ou 2 semaines avant et était invisible. Donc je reviens parce qu'à chaque fois que je reviens, le visage du fleuve qui se révèle à moi est différent. Après l'hiver ou après une forte pluie, en été, en automne ou au printemps, certains rondins de bois que vous avez observés pendant des années ne sont plus là. D'autres jailliront hors de l'eau et vous regarderont. Et c'est très intéressant d'être dehors et de regarder la dynamique des volumes d'eau et le visage changeant du fleuve. C'est plus excitant pour moi et plus épanouissant que d'aller à Disneyland. Pendant que je suis sur son canoë, Oncle George me parle. Il me raconte que des scientifiques sont venus faire des tests pour évaluer le niveau de pollution du fleuve. Ils ont promis que l'on pourrait un jour nager dedans sans risque. Ce à quoi Oncle George a répondu. Un poisson peut-il respirer dans ce fleuve? Une anguille peut-elle s'y reproduire? La réponse des scientifiques fut bien entendu négative. Il va falloir quelques ajustements sur la vision de bien-être d'un fleuve entre les Maoris et les scientifiques. Le nouveau statut va-t-il permettre que les conceptions maoris et occidentales se rejoignent? Personnellement, ce nouveau statut juridique provoque en moi beaucoup d'émotions différentes. D'un côté, du soulagement. 140 ans, le plus long procès de l'histoire juridique de ce pays.
et il a été résolu à notre époque. Donc du soulagement. Cependant, il y a un certain degré de consternation dans ma voix, parce que je me demande, j'espère que nous avons bien fait les choses. Seul le temps nous le dira et révélera la part de compromis. Lorsque l'on négocie avec qui que ce soit, les deux parties doivent être capables de faire bouger leur position. Et finalement, qui bouge le plus? Nous ne le savons pas vraiment. Parce que je ne connais pas tout le parcours juridique et les conflits qui se sont déroulés pendant ces 140 années. Donc, il y a une part de consternation. Cette idée d'un nouveau statut juridique est louable. Mais comment s'y prend-on pour prendre une chose inanimée dans la tête de beaucoup de gens, comme un fleuve, et lui donner une personnalité? Personnalité, je n'ai pas de meilleur mot. Le statut juridique d'une personne. Mais je me demande si, parce qu'il y avait cet idéal ou ce rêve du fleuve faisant partie intégrante de nous, et nous faisant partie intégrante du fleuve. Mais il nous a fallu nous battre. Il y avait des législateurs, dont le gouvernement, qui disaient « non, non, non ». Mais lentement, ils ont commencé à bouger et les deux parties se sont rapprochées. Et ils ont trouvé que cette approximation juridique, parmi leurs différences de point de vue, pouvait être ce mot, personnalité. Parce que nous percevons tous les droits d'un être humain. J'espère vraiment que ce statut de personnalité juridique peut fonctionner. Ces 4 journées passent vite. Sur le fleuve, tout le monde prend plaisir à pagayer, à être ensemble. Une alternance de moments joyeux et éducatifs, car tout au long du parcours, l'équipe partage sa culture avec les étudiants. Going to enjoy ourselves today. We're going to look deeply into that water and say, I belong here. Pitawaka! Pitawaka! Tawaka! Tawaka! Ramatakat! Aikawaka! Chaque soir, le groupe s'arrête pour passer la nuit dans les marailles des berges du fleuve. Les mêmes marailles que j'essayais vainement d'approcher quelque temps auparavant. Avant de pouvoir séjourner dans ce lieu hautement spirituel où les ancêtres sont incarnés, une cérémonie doit être effectuée. Le but est d'introduire les nouveaux venus aux ancêtres. C'est Jeff qui est le responsable de ce marail. Il est l'oncle de H. L'interview que je vais faire de Jeff va me confirmer que ce voyage en canoë est bien plus qu'un simple séjour touristique. Il fait partie d'une stratégie utilisée par les Maoris pour reconnecter les leurs à leurs racines. Chaque année, depuis 30 ans, des gens de notre communauté se rassemblent.
jusqu'à 100, 120 personnes. Et ils pagaient sur le fleuve Wanganui depuis Tamaranui en redescendant jusqu'à Putiki. C'est une opportunité pour ceux qui ne sont pas connectés au fleuve d'écouter les histoires tribales au sein même de la tribu. J'ai été assez chanceux d'être dans le premier Tira il y a 30 ans. À cette époque, il y a eu un groupe parmi nos leaders qui ont imploré les anciens. Nous avons besoin d'enseigner à la nouvelle génération ce que le fleuve représente pour nous. Et ils sont venus avec cette idée de pagayer pendant 15 à 16 jours. Qu'est-ce que cela nous a permis en tant que tribu? Ça nous a permis de nous asseoir avec nos anciens et d'écouter leurs histoires. D'écouter les Hofé d'Ikia, un de nos anciens qui s'est battu pendant un demi-siècle contre l'injustice faite au fleuve, contre son exploitation et le détournement de ses eaux. Nous avons pagayé dans les endroits où notre peuple vivait. Des histoires furent racontées et ça a créé du lien. Ça a créé des liens pour ceux qui ne se connaissaient pas eux-mêmes très bien en tant que personnes appartenant au fleuve Wanganui. Et quand les gens sont finalement arrivés ici même, après 16 jours, à la fin du voyage, il y avait chez eux une incroyable transformation personnelle. Depuis ces 30 années, j'ai vu une nouvelle vague de leaders venir. Vous avez rencontré l'un d'entre eux, Ash. C'est notre plan de succession. Et ce n'est pas à l'université qu'ils ont appris leurs compétences, même si c'est très bien. Mais ils avaient d'abord besoin de comprendre et d'aimer le fleuve. Parce que s'ils aiment le fleuve et sont connectés à lui, tout le reste vient s'ajouter à la passion et au partage des histoires. Donc, depuis 30 ans, nous avons construit notre capacité et nos compétences pour arriver là où nous en sommes, et c'est maintenant devenu un rite de passage pour les jeunes de participer au Tira. La réponse des Maoris au problème de déconnexion avec la nature est simple. Passer du temps dans la nature. Pour connecter les personnes au fleuve, il suffit de leur faire passer du temps avec lui. Je me sens vraiment en immersion dans le monde des Maoris, dans leur vision du monde, et les étudiants aussi. À chaque étape, ils sont invités à parler devant l'ensemble du groupe pour partager leurs sentiments. Le simple fait de devoir se présenter selon la coutume maori, non seulement en donnant son identité, mais également le nom de la terre, du cours d'eau d'où ils sont issus, ébranle nombre d'entre eux. Certains fondent en larmes tellement ils se sentent déconnectés, sans racines. Je ne filmerai pas ces moments, car ils sont trop intimes pour ces jeunes gens, mais aussi pour moi-même, qui suis invité à participer à ces réunions, bien que j'essaye de m'en tenir à ma position d'observateur. Les Maoris pensent que la terre n'appartient pas aux hommes, mais que les hommes appartiennent à la terre. Un homme a-t-il besoin de racines? Si oui, où sont les miennes? Et pour tous les déracinés, est-il possible de se créer de nouvelles racines? Je profite de mes derniers jours à Wanganui pour passer du temps avec mon nouvel ami. Mais un dernier rendez-vous m'attend. Le hasard a fait qu'une spécialiste française en droit de la nature, Valérie Cabanès, se trouve également ici pour travailler sur ce nouveau statut. Une occasion de voir comment s'inspirer de ce qu'ont réalisé les Maoris. Le fait de donner des droits à des écosystèmes est je dirais, est en pleine expérimentation. Donc, selon les pays,
on ne va pas définir la manière de défendre ses droits en justice de la même manière. Et donc il est intéressant de comprendre que ce qui est défendu par exemple par le mouvement Earth Law, c'est-à-dire ce qu'on appelle le droit de la Terre, la jurisprudence de la Terre, c'est le fait de reconnaître aux écosystèmes, de reconnaître à la nature son droit inaliénable à exister. Au même titre que l'on va reconnaître le droit à la vie aux humains, qui ne puisse pas être mis en question ni par le comportement de la nature, ni par les gouvernements en place, quelles que soient les tendances politiques du moment. Les droits de la nature donc, sont reconnus, on le voit beaucoup en Amérique du Sud, ça commence en Amérique du Nord, en Océanie, en Inde, mais ça a du mal à émerger effectivement dans les pays occidentaux les plus riches, en particulier européens. Parce que ça perturbe en fait les fondamentaux culturels sur lesquels le droit s'appuie, la politique s'appuie, et je dirais même la philosophie. C'est-à-dire que cela perturbe l'idée de l'homme qui domine le monde, que l'on retrouve dans la tradition judéo-chrétienne. Ça perturbe l'idée de progrès et d'homme technologique qui a émergé pendant le siècle des Lumières. Mais, une fois de plus, la crise écologique nous oblige à repenser ces fondamentaux, à repenser notre place. Et moi-même, j'ai participé donc, à la rédaction de l'article 1 de la Constitution pour y intégrer la protection de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques. Et ce que je souhaitais, c'est qu'on y intègre la notion de limite planétaire qui permettait justement de cadrer l'activité industrielle et de poser finalement dans le droit fondamental de notre pays le fait que les droits de la nature doivent préexister et garantir les droits humains et que le droit économique ne peut que s'assujettir à ces deux nouveaux niveaux de droit, c'est-à-dire finalement renverser l'échelle de normes dans lesquelles nous sommes, même si elle n'est pas dite, qui est que c'est le droit économique aujourd'hui qui prime sur tous les autres droits, même les droits humains. Donc, il y a une volonté de la part de certains politiques de faire bouger ce sujet-là. Et puis de l'autre côté, en ce qui concerne le fait de pouvoir, et je crois que c'est comme ça qu'on va y arriver, par voie jurisprudence, c'est-à-dire d'aller solliciter le courage des juges, comme ça a été fait en Inde, comme ça a été fait en Colombie, pour que ce soit eux qui finalement attribuent la personnalité juridique à un premier écosystème en France. Si on arrivait à ça, alors on ferait bouger les lignes. Mon voyage se termine, avec des interrogations, mais aussi de l'espoir. La loi peut-elle vraiment nous sortir de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons? Avons-nous le temps de nous changer nous-mêmes, de changer notre rapport au monde avant que les problèmes environnementaux ne nous l'imposent? Il nous faut sûrement trouver notre propre façon de revoir notre lien au vivant. Et peut-être s'inspirer des peuples autochtones peut-il nous aider à avancer. Il paraît que pour changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. De mon côté, c'est dans des fermes que je cherche ma connexion à la nature, en travaillant la terre, avec de nouvelles rencontres. En Nouvelle-Zélande d'abord, puis en Normandie. Je n'aurais jamais cru y prendre plaisir. Je n'aurais jamais cru espérer la pluie avec impatience. J'observe la faune et la flore d'un œil nouveau. Je ne sais pas pourquoi, mais la dernière phrase du livre de Voltaire, Candide, m'est revenue en mémoire, quand celui-ci rentre chez lui après avoir fait le tour du monde. Il faut cultiver notre jardin.